Alors, Pessater, son nom à Congo, signifie le fruit de la mangue sauvage, unique en son genre, difficile à fendre. Un nom qu'elle partage avec sa mère, Miranda a acquis une conviction fondamentale. Les femmes sont capables. Ensuite, 66 grossesses non désirées. Elle crée à sa veille l'association d'appui à l'autre promotion de la femme, de la Bumba et des Ngongo. Les débuts ne sont pas tendres. Les doutes viennent de partout, parfois des plus proches, parfois de ceux qui auraient dû ouvrir les portes. Miranda apprend vite que dans ces milieux, la confiance ne se donne pas, elle se gagne. Alors elle travaille dur, elle prouve, elle revient, jusqu'à ce que les doutes des autres n'aient plus de prise sur elle. Aujourd'hui, plus de 25 ans après, la Fabien est une force reconnue dans l'Est et du Sud du Cameroun. Miranda et son équipe accompagnent les femmes et les peuples autochtones, Baka et Bonjo, valoriser les trésors de leur forêt, ces produits forestiers non liés que les communautés avaient sous leurs yeux depuis toujours et qu'on leur apprend à transformer, à commercialiser, à protéger. Parce que Miranda croit profondément en cela. Quand on tire bénéfice d'une ressource, on apprend à la préserver. Son rêve pour les 10 prochaines années, voir des véritables industries locales naître de ces forêts. Voir Fabien porter des jeunes conscientes, voir des femmes passer comme elle dit bien de la graine au produit de planète. Miranda Kouongol, 50 ans, directrice d'une ONG, la Fabien, fille de sa mère et de sa grand-mère, gardienne d'une forêt et d'une vision. Bienvenue Miranda à ce podcast de Tiramucho. Merci Mireille. Bon, ben écoute, je vais te laisser dire à nos auditrices, à celles qui nous écoutent, dans tes propres mots, qui tu es, d'où tu viens. Je suis Congo, épouse Mika Miranda Mireille. Je suis directrice de CBEL qui appuie à l'autopromotion de la femme de Bumba Ngoko. Je suis née à 6 km de Yokaduma, qui est le village de ma mère. Je suis écoféministe. Je suis deuxième fille de ma mère. Et ma mère a 5 enfants. J'ai grandi avec elle. Et pendant ces 2 années, j'ai grandi avec ma grand-mère. Parce qu'au départ, elle était jeune. Et tu sais, quand une jeune fille accouche à la maison, les premiers enfants sont les enfants des parents. Donc, du coup, moi, je suis la fille de ma grand-mère et je suis la petite sœur de ma mère. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, je travaille pour la femme. Écoute, tu m'as dit en fait que la manière dont vous avez grandi chez ta grand-mère et tout ça, la manière dont vous avez grandi t'a permis de comprendre le rôle crucial de la femme et son importance dans la gestion familiale. Raconte-moi plus. Les années 1975. Pendant ces années, dans le travail, agent de l'État, c'était des femmes qui travaillaient. Donc, je sais que pour agent de l'État, c'était déjà un modèle pour nous. Ce qui m'a encore marqué, c'est la façon dont elle nous a gardés. Nous sommes 5 enfants. Toutes les 5, nous étions 6 km était très loin. L'internat, c'était des endroits privilégiés. Des enfants, nous étions toujours très bien vêtus, avec des beaux sacs, avec des belles paires de chaussures. Et cette année, ces années-là, l'école publique de Mangué, c'est là-bas que les enfants du préfet venaient à 6 km, donc l'école de Mangué à 6 km de notre village. Parce qu'on avait un bon directeur, des bons enseignants. Et les enfants du préfet venaient là. On s'est sentis privilégiés. Grâce à maman, on était très bien, on s'évaluait aux enfants des autorités. Ça commençait à me marquer. J'étais très fière. Et chaque fois, je me comparais aux autres enfants qui avaient les parents. Parfois, tu as envie d'être comme les autres, mais tu te rends compte que tu n'as rien à envier. Je pense que Finalement, passionnée de la réalité du papa, on s'est rendu compte qu'elle n'avait même pas un grand salaire. Et même aujourd'hui, parmi le SMIC, c'est pas grand-chose. Mais elle a su gérer ses revenus, diversifier, prendre en charge ses enfants, les envoyer à l'école. Aujourd'hui, ma petite sœur, celle qui me suit, elle a 20 ans. Et c'est elle-même qui a supporté son déplacement en France, payé. Et aujourd'hui, elle est école internationale. donc, pour rester un peu sur qui tu es, moi je suis de celles qui pensent fondamentalement à une partie de qui nous sommes, de notre identité et vraiment notre nom. Et en Afrique, un nom a un sens souvent. Souvent, je suis surpris, il y a des familles qui disent non, moi, je pense pas que mon nom a un sens. Mais est-ce que le tien, il a un sens? Le tien, à Congo, il a un sens? Donc, le nom, c'est déjà je suis l'origine de ma maman, parce qu'elle aussi s'appelle la Congo Jeannette. Aussi demandé, et mon nom, c'est le fruit, l'un des fruits, c'est de la menthe sauvage. Et je vais expliquer. Donc, ce fruit, parfois, quand il produit, il y a un, deux. Peut être ce fruit. Pour la casser. Vous savez, la menthe sauvage, quand on casse, il y a des formes, la forme est de simple. Donc, vous la prenez, vous cassez, c'est difficile. Mais l'autre là,
Elle a plusieurs formes. L'endurance. C'est ce que ça reflète. Je pense que ça reflète l'endurance. Parce que c'est très dur pour moi que c'est. Et est-ce que tu vois des liens entre ton nom et la personne que tu es? Cette question me permet de comprendre que c'est l'une des sources de mon endurance. Parce que quand je veux vraiment faire quelque chose, j'arrive même parfois quand je ne connais même pas là où je vais. Dès que j'ai déjà l'idée, je le fais jusqu'au bout. Je fais l'effort pour arriver à ce que je veux. C'est ça, je crois avec toi que ça a un effet important dans ma vie. Miranda, alors, celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu sais, Terramuchos, c'est des podcasts qui amplifient des voix des femmes qui sont engagées sur les questions environnementales. Comment tu décrirais ton engagement environnemental en quelques mots? Mon engagement environnemental vient du fait que je suis née dans une zone forestière et j'ai compris que dans la vie, on ne peut que se développer à travers ce qu'on a autour de nous. Et donc, j'ai vu le contraste qu'il y a entre l'énorme, la richesse qu'il y a dans ma zone et l'extrême pauvre. Moi, j'ai appris qu'il suffit juste d'aller en forêt, de ramasser de la richesse et de revenir transformer. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous raconter? C'est quoi ton engagement? Donc, mon engagement est donc de faire en sorte que les femmes autour de ces zones puissent tirer profit des ressources naturelles, de les transformer et de se développer à travers cela. Donc, tu développes les femmes, ou tu aides les femmes à se développer, mais ça n'a rien à voir avec l'environnement. Qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? Ensuite, le développement de ces ressources fait en sorte que lorsque je prends, je valorise la marque sauvage ou alors je rends la partie de cette ressource qui nous a été donnée par Dieu, alors là, j'ai la capacité de pouvoir protéger cette arbre. Et pour nous, c'est que valoriser les ressources naturelles, valoriser les produits forestiers en lieu, permet aux femmes de mieux protéger cette ressource. Alors, tu nous rappelles encore, pour ceux qui ne savent pas, les produits forestiers en lieu, c'est quoi et en quoi les préserver, c'est préserver l'environnement? Les produits forestiers en lieu, c'est les produits qu'on peut nous boire. C'est-à-dire que dans un arbre, nous prenons les fruits. C'est ça, un produit forestier en lieu. C'est un fruit ligneux. La ligne, c'est son fruit. Et donc, nous prenons les fruits, nous prenons les feuilles, parfois les racines, et qui n'ont pas un effet négatif sur la ressource. Ça ne détruit pas la nature, rien ne disparaît. Donc, on utilise juste les fruits. Parce que l'arbre est une vie. Et maintenant, cette vie donne des fruits, et ces fruits qui nous nourrissent. Et maintenant, quand on valorise les produits forestiers du mieux, on valorise les fruits des arbres qui nous aident à s'enrichir et qui nous aident à protéger naturellement cet arbre-là. Et c'est à ça que nous nous engageons. Nous engageons de ne pas couper les arbres. Donc, l'engagement, c'est vraiment la préservation de la forêt, ton engagement environnemental, c'est ça? L'environnement de toutes les ressources qui sont dans la forêt. Et ça passe par protéger ces arbres qui nourrissent un peu les gens qui sont autour de ça. C'est ça? Oui. C'est ça qu'on va protéger. Oui, c'est ça qu'on peut utiliser sans détruire la forêt. D'accord. Alors, Miranda, cet engagement ne vient pas de nulle part, n'est-ce pas? Tu as dit, tu es né dans cette zone riche, cette zone forestière, et tu as vu ce décalage entre cette grande richesse et l'extrême pauvreté qu'il y avait parmi les populations. Mais il y a autre chose en plus. Il y a ce voyage au Mali qui a transformé quelque chose dans ta vie. Tu veux bien m'en parler encore? Avant de parler du Mali, il faut d'abord qu'on reste sur le fait que nous avons essayé, nous avons pensé que nous devons valoriser ces ressources pour pouvoir s'enrichir. Maintenant, le voyage du Mali vient comme une potentiel. Ça vient potentialiser l'idée qu'on a. Au Mali, il y a plusieurs choses qui m'ont réellement fait stupéfait. On a lieu au Mali avec un programme de l'UCN. C'est la conservation de la nature. Et ce programme valorisait le paysage et les ressources qu'on avait de tout le paysage. Il était dans une zone de pouvoir évaluer ce qu'on peut apporter pour communauté pour mieux valoriser les ressources. Et donc, moi, on m'a donné d'animer un groupe de femmes.
Comment j'ai commencé à animer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ici, pour que vous pouvez vous en sortir, pour avoir l'argent. Les femmes m'ont dit, non, on faisait Les quoi? les marques. Les Ah, marques. et je me suis rappelée, comme je disais, en animation, il faut poser des questions. J'ai commencé à poser la question, si on valorise les marbres, qu'est-ce que vous allez dire? Et les femmes nous ont dit, si on valorise les marbres, nos bœufs vont s'abréger, nous allons faire une marché, nous allons... Et nous avons cité plein de choses. Avant l'âge, je suis restée. Mais qu'est-ce qui t'a marché? J'ai compris que moi, j'étais dans une zone où il y a plein de ressources, plein d'eau, plein de forêts, qu'on a des ressources et que les autres n'avaient pas ces différentes ressources. Et je suis sûre que si on avait apporté toutes les femmes de nos zones à les amener là-bas, ça pourrait bien changer la façon dont les gens comprennent la forêt. Deuxième chose, toujours là-bas, nous sommes allés visiter toujours les groupes et il fallait voir c'est quel état de l'élevage. On a regardé et après, on a fait des visites de forêt. On nous a dit, Miranda, voilà les produits forestiers dans le milieu, c'est que tu fais. Voilà ça. C'était des petites arbres avec des petites feuilles. Je suis restée, j'ai regardé l'arbre, j'ai regardé de gauche à droite, je n'ai rien vu comme fruit. Et tout ça parce que j'avais l'idée de voir comme chez vous. Parce que chez vous, lorsque un arbre fleurit, tu vois des fruits qui partent, tu vois la terre, tu vois des fruits qui tombent, tu vois l'abondance. Tu n'es pas vu. Alors là, ces voitures sont venues pour voir que chez moi, là-bas, j'avais plein. Et c'est là, quand je suis rentrée, c'est là, tout change. Nous sommes restés aujourd'hui. C'est sûr, la valeur est plus forte parce qu'on a compris que ces ressources pouvaient nous permettre de sortir de ce livre. Et si on valorisait ces ressources, on pouvait avancer. Merci pour ce partage. C'est intéressant comment un simple voyage a transformé ta vision du monde, ta capacité à lire et ta façon de voir les choses. Bon, c'est ça. Mais il y a aussi une autre chose. On dit le process. Ça, c'est aussi quelque chose qui t'a bouleversé. Est-ce que tu veux raconter qu'est-ce qui se passe avec 66 grossesses? 66 grossesses, ça c'est à la création. Ouais. À la création, en fait, nous étions d'abord à la CNV, on travaillait déjà comme animatrice. Et on avait nos petites sœurs et autres. En 2000, un journal est sorti à la une. 66 grossesses de Cameroun. Et l'année, nous avons eu un de fait. Nous avons traversé cette étape. Nous avons su tenir la main à nos petites sœurs. Et ces 66 grossesses nous ont interpellés. Et ça, pour la création. Alors, ces 66 grossesses, c'est des mineurs. Des mineurs au lycée. 66 mineurs d'un lycée tombent enceintes. Et ça fait un scandale. Et vous, ça vous interpelle. Expliquez qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que cette situation t'a permis de transformer ce scandale et ce choc en quelque chose de positif. On s'est réunis, on a compris. On était plusieurs jeunes filles qui étaient là, qui faisaient déjà quelque chose, qui avaient un petit travail, qui avaient dépassé le stade de lycée. Et on s'est dit, nous devons faire quelque chose. Nous devons accompagner nos petites sœurs. Et on s'est demandé comment pour faire une association qui va nous permettre chaque fois d'aller tenir des causeries éducatives auprès de nos sœurs. C'est à partir de là que nous créons CBN. AFEBEN, c'est l'appui à l'autopromotion des femmes de l'urbain. Ça a commencé d'abord à CBN, Association des filles de l'urbain. Et maintenant, on se dit, si on dit c'est marché, ça va pas vraiment porter. Et beaucoup plus aussi, c'est une réflexion que nous avons eue parce que c'est vrai, on n'avait pas de moyens. On s'est dit, si on travaille seulement avec nos agents que nous avons, donc salaire, ça ne pourrait pas donner. Parce que l'éducation de la jeune fille, c'est très difficile. On s'est donc dit, alors là, il faut qu'on interpelle nos parents. Il faut qu'on travaille avec les mamans. Et en ce temps-là, les mamans n'avaient pas trop le pouvoir économique. C'est les parents qui avaient de l'argent, qui avaient la culture du cacao. Les mamans, et puis les parents ont valorisé plus l'éducation des garçons. Et donc, on a dit, il faut qu'on passe travailler chez les mamans. Travaillons maintenant avec les mamans pour qu'elles
conscience de leur rôle dans l'éducation de la jeune fille et qu'elles puissent avoir les moyens nécessaires pour contribuer à cette éducation et qu'elles prennent en charge l'éducation de la jeune fille. Comme le papa aussi prend en charge l'éducation du garçon et que ça soit à part égale, qu'on donne toutes les chances, que ce soit aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Comment ça passe à Fadel? Comment ça passe à s'occuper de l'éducation de la jeune fille et encadrer des mamans à s'occuper de l'environnement? Comment se passait ça? J'aimerais que tu nous parles de ce que vous faites dans l'environnement et comment vous avez arrivé là. En fait, on a fait une première analyse pour voir au niveau de notre zone ce qui peut donner l'argent au moment. Bon. La première chose, on a vu l'agriculture. Et ce temps-là, la femme, elle faisait l'agriculture pour le ménage. Comme elles sont très éloignées des grandes villes, c'est que la vente du plantain, qui est notre produit phare, la vente était très limitée. Et le marché, il n'y avait pas encore assez de monde, mais elle n'avait pas encore la culture d'aller vendre des produits au marché. Et là, nous mettons des activités, l'agriculture, et également à augmenter les champs pour qu'elles puissent recevoir des revenus. Et je les ai aussi formés comment s'organiser autour de la vente vers le marché des occasions. La deuxième chose, j'ai dit, mais nous sommes dans les ressources. Est-ce qu'on peut encore, si le faut encore, on s'est rendu compte que l'une des choses les mieux, c'était la vente de la mangue sauvage. Elle consommait et il y avait déjà des gens qui venaient prendre, qui vendaient. Et quand on a fait l'analyse, on s'est rendu compte que en dehors de la mangue sauvage que les femmes consommaient, il y avait des autres produits qui existaient pour être sollicités par le marché national, qui existaient des soins. À partir de ce moment où nous avons commencé à valoriser les différents produits, à voir exister dans la zone, qui est demandé sur le marché, et comment les femmes vont s'organiser pour ces activités, pour pouvoir s'en sortir. C'est comme ça donc que nous commençons donc à la structuration des femmes dans les villages. Ne collectez pas une petite quantité, allez collecter des grandes quantités. Et ne vendez pas juste devant les portes, faites des grandes quantités, on va chercher le marché ensemble. Et là, nous avons commencé cette marche à la Fondation des Projets Force. Ça a commencé avec cette idée de quelles sont les ressources que les femmes ont. S'il fallait, on n'est pas allé imposer un travail supplémentaire aux femmes, mais pour la base des activités que les femmes mènent, qu'il a fallu qu'on valorise et on les apporte de ce travail. Miranda, avec ce travail, parce que si je comprends bien, la plus grande partie de ton engagement, même si elle a commencé à travers d'autres organisations comme la SLD, la plus grande partie de ton implication, ça a été à travers cette association Alphabet. Quelle est aujourd'hui la plus grande réalisation? Une chose qui te rend vraiment fière en termes de réalisation à laquelle tu as contribué à travers ton travail chez SBL autour des questions environnementales. Quelle serait la plus grande réalisation dont tu es fière? Il y a plusieurs. Je peux citer quelques-unes. La première, c'est que j'ai permis aux femmes de comprendre que les produits forestiers de lieu ne sont pas des produits illicite de corps. Parce qu'avant, par l'exemple du Johnson, avant le Johnson, c'était une traîne pour les femmes très pauvres. Parce que c'était très sale. Quand tu partais ramasser, tu avais les mains sales, noires. Et donc, nous avons aidé les femmes à révolutionner une qualité de processus de développement de la cœur. Les aider à c'est là. Qu'est-ce que ça a changé pour elle? Pourquoi tu en es si fière de ça? C'est cher parce qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup d'argent. Les femmes qui contactent au Johnson peuvent se retrouver en une année avec 1 million, 2 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement la femme, c'est le ménage. Ce n'est plus seulement la femme par plus, c'est la femme. Donc, toutes les femmes, donc maintenant,
les femmes, si les revenus, ce n'était pas connu avant. Et ça, c'est une joie pour moi. Lorsque j'arrive dans mon village, je vois déjà tout un site où on vend les uniformes. Quand je suis dans un autre village, on me dit, ah, moi, je suis en train d'aller à Lukalma parce que là-bas, si on veut un camion de Johnson, on peut en trouver. Ça, c'est une fierté pour moi. Une fierté parce que l'année où il n'y a pas la production de ce produit, je comprends que ça apporte des revenus importants aux femmes. Parce que l'année où il n'y a pas, c'est là où on se rend compte que les femmes ont des problèmes parce qu'il n'y a pas ces différents produits. La deuxième chose, c'est que nous avons commencé à dire aux partenaires que valoriser les produits forcément de mieux, ça était la femme dans son impôt, son autorisation. Et aujourd'hui, la plupart des partenaires, quand ils veulent mener des activités sur le terrain, comment valoriser les choses? Comment aider les femmes à collecter les produits? Donc, il y a de plus en plus de conscience. Les femmes peuvent être une force motrice sur ces questions de préservation de l'environnement. C'est ça. Donc, les partenaires sont intéressés. Ils comprennent que lorsqu'on valorise vraiment les produits forcés de l'Union, cela a un impact positif dans la conservation de ces différentes ressources. Aujourd'hui, je peux vous parler d'un exemple. Aujourd'hui, dans la zone de Lomé, qui est l'une de nos zones d'intervention, les femmes sont en train de regretter le fait qu'on a coupé la plupart des moabis et n'en a pas la parole. Aujourd'hui, avec le processus de valorisation de ces produits, on comprend que le moabi peut consommer, elles peuvent consommer le moabi, elles peuvent faire les toilettes, le savon, elles peuvent me faire tout. Donc, on a vraiment donné toute une bonne valeur à ces différentes ressources. Et en termes de capacité, c'est un plaidoyer. Nous sommes en train de faire au niveau des communautés gérées par les hommes, parce que les forêts communautaires sont gérées par les hommes. Les communautés a donné une portion de terre, de forêt, aux communautés pour gérer les ressources. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les forêts communautaires. Et ces forêts communautaires, normalement, si elles étaient gérées de manière inclusive, les hommes auraient demandé aux femmes quelles sont les ressources que vous voulez qu'on préserve et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire. Mais ça n'a pas été fait. Donc, du coup, on a regardé les ressources financières, on a coupé beaucoup des arbres de Wabi. Et aujourd'hui, même si ces sociétés reviennent, les femmes vont s'élever. Elles ne peuvent plus parce qu'elles ont pris conscience de la valeur, de tout ce qu'on peut faire. Donc, on peut quitter de la crème aux autres ressources qui sont les laits, ce qu'on achète, comme des crèmes, les crèmes de visage, les crèmes de cheveux, et pourquoi pas même, on peut faire des médicaments pour le nettoyage des encres du dessus avec du moabi. Donc, pour nous les femmes, je parle au nom des femmes de la forêt, pour nous les femmes d'arbre, il est mieux libre. Et donc, je crois que nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que, d'abord au niveau de nos communautés, que les hommes comprennent, ils ont pu comprendre qu'on ne peut plus couper le moabi. Nous allons continuer ce plaidoyer auprès de notre organisation pour que les produits qui sont utilisés par les femmes, qui ont des valeurs autres que la coupe du bois, qu'on les laisse libres. Parce que c'est plus de la richesse que l'autre. Il faut vraiment que ces réalisations, ça a été un chemin avec les hauts et les bas, n'est-ce pas? Je voulais savoir, Maman Miranda, avec ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que c'est le plus difficile lorsqu'on dirige une organisation, surtout en tant que femme, directrice théâtrale? Mais c'est quoi le plus difficile de diriger une organisation comme ça? À quelque femme, ce qui est plus difficile, c'est de bâtir la confiance. C'est bâtir la confiance. Ils savent bâtir la confiance. Premièrement, au niveau des communautés. Nous sommes dans la zone où on sait la femme, qu'est-ce qu'elle peut bien faire. Moi, j'ai un exemple. Lorsqu'on créait la structure, nous avons créé 2 associations. Une association chilienne et une association CFE. Et c'était une association qui regroupait les anciens animateurs de la scène où la majorité avait les hommes et nous.
La plus était l'association des jeunes filles. Donc, qui n'avaient pas assez d'expérience en matière d'animation. Et là, les hommes, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Parce que dans nos zones, c'est la femme ne peut rien faire des fois. Et ça, c'est le plus difficile. Cette conscience-là. Et aussi pour bâtir la confiance pour les partenaires. C'est pas facile. Et il faut montrer le quoi. Ça, c'est le fait, mais au début. C'est facile. Donc, la femme, lorsqu'elle fait quelque chose, il est question qu'elle montre de quoi elle est capable. Je ne prouve pas, on ne peut pas t'accepter comme ça de c'est différent. Les hommes, c'est facile. On peut déjà aller voir les gars. Quand on en parle, on peut les faire confiance. Pourtant, pour moi, la femme ne peut pas prouver avec la femme. Elle prouve avec les hommes. La façon dont elle gère, la façon dont elle fait les choses. C'est comme ça. C'est comme ça que tu l'as vécu. C'est comme ça que j'ai vécu. J'ai un autre exemple. Pour que je commence à voir les financements, je ne peux pas citer, mais les gens peuvent se comprendre, je ne peux pas citer la structure. Pour que je puisse avoir des financements, les associations, les ONG, tout à côté de nous, ils ne nous ont pas fait facilement confiance. C'est lorsque nous avons eu un premier financement extérieur, un deuxième financement qui permettait de la montée de la FEBEL. Et ce partenaire nous a dit, à FEBEL, vous êtes déjà notre partenaire historique. Si vous trouvez un partenaire qui peut vous donner 100 000 €, nous vous donnons 600 000 €. C'est l'équivalent de 65 millions. Et il était question donc, pour nous, d'aller vers le financement. Et il fallait qu'il y ait un cofinancement auprès de ceux qui connaissent qui travaillent. Et quand je suis allée chez un des partenaires pour dire, moi, j'ai un financement, j'ai un article de financement de tel montant, je voudrais que vous puissiez nous financer, parce que c'est la condition pour que nous puissions bénéficier de ces montants. Mais pour 105 millions, c'était petit. Tu as réussi à le mobiliser? La première année, non. J'ai mobilisé chez quelqu'un dont j'ai dit, mais notre partenaire, sur qui on comptait, il avait pris le planifié, mais c'est déjà une preuve que ils ont déjà raison. De ces moments-là. Ils nous ont mis dans le job. Et non, parce qu'ils nous donnaient les financements de 3 mois d'activité, budget, 3 mois, proscrit mois, qui ne pouvaient pas vous permettre de bâtir une organisation, de bâtir même un programme, de dire on va commencer ici, on va aller d'abord. C'était pas forcément, on ne pouvait pas facilement implanter. Cela permet de déclencher des financements. Ils ont dit, on va mener les programmes avec 2 ans. 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes avec ces partenaires, nous sommes dans les 5 ans. Parce que c'est la chose la plus difficile. On ne fait pas confiance. Je suis femme, mais je veux dire qu'on ne fait pas confiance. La femme, pas la parole, c'est pas les actes. Donc, il a fallu des autres. Convaincre, c'est tout un chemin. Il faut d'abord un programme pour porter une idée. Pas une faire seul. Si vous n'avez pas vous pouvez pas faire. Il faut avoir l'objectif, vous avoir la vision, vous voulez avoir les et vous n'avez pas les moyens nécessaires pour pouvoir mettre des gens derrière vous, c'est pas possible. Et donc, du coup, c'est ce financement, cet appui, et c'est pas même trop d'argent, c'est le fait de savoir que tu peux programmer dans le temps. Comme ça nous permet de voir où est-ce qu'on a besoin d'aller avec ça, c'est ça. Tu es en train de dire, ce qui était très important, c'est pas la quantité d'argent qu'on vous a donné, mais déjà, c'est quelque chose sur le long terme. C'est un master 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'est ça qui vous a permis d'avoir la force et le courage de continuer. Quand on sait là où on va, quand on a une bonne vision. Mais maintenant, la France, il y a des moyens de se voir renforcer. Mais d'autres choses, c'est des autres. Ça, c'est quelque chose qui est facile,
qui permettent d'échanger, qui renforcent la mobilité, qui fait en sorte que ça te galvanise. Et ça nous a beaucoup galvanisé le fait qu'on avait, dès la création, on avait l'objectif de renforcer les capacités des femmes et les autonomiser. Lorsqu'on trouve des moyens, même toutes petites qu'elles soient, on a envie de continuer ça. Dans ce moment, on permet de galvaniser, d'amener les autres jeunes à suivre dans l'autonomie. Face à ces obstacles-là, les difficultés, les convaincre, d'avancer, d'y voir clair, d'avoir des gens qui nous font confiance, quels sont les facteurs soit internes, soit externes qui ont permis de continuer d'avancer face à ces difficultés? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Oui, je pense que je peux parler de ça. C'est d'abord l'amour. L'amour. Ouais, c'est d'abord l'amour. L'amour de ses frères et sœurs et l'amour de changer quelque chose. L'amour, l'intelligence. Ça, c'est d'abord quelque chose qui te permet de avancer. Quand tu aimes vraiment des gens et quand tu sens qu'il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, que tu dois mettre le meilleur de toi pour pouvoir convaincre les gens. Parce que vous savez, comme je disais, quand vous êtes dans une zone forestière, vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas comprendre que vous avez d'eau. Ça que parfois, quand certaines personnes viennent dans nos zones, ça ne s'agit plus que nous. Parce que prennent conscience que c'est une ressource rare, nous ne faisons pas le plus. Et maintenant, quand toi, tu viens de l'extérieur, tu reviens dans ta zone, tu as plus de force pour pouvoir échanger quelque chose. Alors, Miranda, cet amour du prochain, l'amour de l'humain, ramène le changement et tout ça. C'est un fort engagement professionnel et c'est exigeant. Et on sait que souvent, cet engagement va avoir un impact sur notre vie personnelle. En tout cas, beaucoup de femmes que j'ai reçues sur ces podcasts ont pu parler comment, en fait, c'était difficile pour eux de garder un équilibre, de continuer cet engagement sans se sacrifier soi-même et de sortir de ce mode sacrificiel, d'être là, vraiment, ok, je fais ma part dans le monde, mais je m'occupe de moi, de ma famille. Comment ça a été? Est-ce que toi, tu as eu aussi cette difficulté à trouver cet équilibre? Je pense que c'est pas facile pour une femme, c'est pas facile. Parce que le rôle premier qu'on a, c'est de rester là, des gens, qu'est-ce qu'on peut manger. Et là, on regarde même l'immédiat. Les enfants, le mari, maintenant, faire les deux. Et plus, ça encore, ce soit un peu plus facile pour les fonctionnaires qui sont sur place, qui partent au bureau et qui reviennent. Mais quand tu es engagée, aujourd'hui, tu pars dans telle forêt, demain, tu pars dans telle autre, après-demain, tu pars dans des conférences. C'est très compliqué parce que cette charge familiale, on va toujours être là. Et la plupart du temps, et c'est là où on comprend que c'est ça d'abord le fondement. Il faut pas oublier que l'argent, ça nous aide à subvenir à d'autres besoins. Et là, on veut tout à la fois. Pour la femme, on demande non seulement le beurre et l'argent. C'est bien dit ça. Et donc, en tant que femme, tu dois savoir maintenir le beurre, qui est ton encadrement, ton rôle de mère, ton rôle de pouce, et c'est que tu vas prendre. Ça, c'est important. Maintenant, ça devient très difficile aussi quand tu as dit de construire quelque chose. Parce que les enfants, ils construisent, mais c'est pas facile pour une femme de construire. Parce que quand tu construis, tu n'as pas le résultat immédiat. Le résultat n'est pas là. Par exemple, les résultats qu'on a aujourd'hui, en matière d'amener les femmes à valoriser les produits forestiers ordinaires, à avoir de l'argent. C'est pas un résultat qu'on a vu aujourd'hui. On fait des ventes, des premières activités que j'ai eu à faire. J'ai demandé aux gens de faire les gens ont dit, mais c'est compliqué.
On ne peut pas. Et nos parents viennent attendre que tu as fait des ventes, que tu as que les gens te disent, oui, mais on te dit c'est dur. Ouais. Et là, tu fais un financement. Le temps pour toi de venir pour dire c'est important. Allez-y, faisons, on aura de l'argent. Et même, pour que les acheteurs viennent dans la zone, il faut qu'ils trouvent les ressources qu'ils ont besoin. Il faut trouver les projets qu'ils ont besoin. Et pour le privé, c'est pas un petit travail. Et ouais, pour bâtir ça, ce n'est pas facile. Ouais. Et donc, il y a un problème, la femme devrait d'où il faut comment gérer sa famille parce qu'on est des pauvres. Et maintenant, comment ménager sa structure pour pouvoir libérer, pour ne pas être, parce qu'il y a plusieurs années où, personnellement, j'ai été seule. Oui, porter ce chargé de programme, tu es animatrice, tu es une organisation, parce que tu n'as pas les moyens de c'est au sein d'une organisation et tout, tu fais tout, puis à la maison, tu dois aussi tout faire. C'est vrai. Et même si tu rates, normalement, donc, oui. Tu n'arrives pas à bien organiser en tant que femme, à bien gérer tout cela. Et est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres pour gérer cet équilibre-là? Oui, Et est-ce que tu as pu avoir parfois des soutiens personnels pour pouvoir supporter tout ça? je suis avoir des sujets, tu peux me dire. Si déjà, tu ne peux pas comprendre que tu peux le laisser et aller faire plus d'une semaine. Et après faire ça. Je vais vous prendre un exemple. Une amie, j'étais venue en formation ici, j'ai fait 3 jours et un partenaire, il m'a dit qu'il y avait un atelier là. Mais quand il m'a dit, tiens, il y a un là. J'étais à Yamon. Mais il m'a dit, ok. Moi, j'ai fini mon atelier. Le même soir, j'ai pris la route. Je suis rentrée. Le moment où c'était un vendredi, j'étais dans la chambre en train de refaire le sac. J'entends un coup de fil. Alors, madame, oui, tu es où? Je suis à maman. Le monsieur a fait plus de 30 secondes. Je lui ai dit, non, j'étais là. Qui est l'atelier après? Et ça, c'est mardi. J'ai regardé mon mari comme ça. J'ai répondu ça. J'ai dit, bon Dieu. Je lui ai dit, hey, toi, tu connais Crédit? Il me dit non. J'ai dit, si on te dit à Crédit. Mais c'était aussi, parallèlement, un voyage de tourisme pour lui. Et ça, il a accepté parce qu'il avait son intérêt. Ouais. Parce que s'il fallait reprendre la route, c'était compliqué. Oui. Il n'a pas le temps. Parfois, tu es obligé de fuir. Parce que tu ne sais pas comment je dis que tu sors. Tu sors d'un atelier, il faut passer un autre. Et toi, c'est tout ça qui comprend l'importance de ça. Parce que les ateliers sont stratégiques, il y a même des ateliers où tu dois dépenser tes argent. Et tout ça, personne ne te comprend. Oui. Personne ne comprend. Et quand tu as la probabilité, c'est pas facile que les gens puissent. Évidemment, tout ça n'est pas venu de nulle part. Tu as eu une grande influence de ta maman. Elle t'a beaucoup inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres femmes dans ta vie professionnelle qui t'ont inspiré, sur qui tu t'es reposé sur leur courage, leur détermination pour être la femme que tu es maintenant? Déjà, une bonne évolution. Elle, déjà, elle était celle-là à l'époque de la période. Et moi, mon frère en UCNV, il fallait conduire les AG. Oui, j'ai vu ma maman conduire, maman étant petite, j'ai conduit. J'étais là, j'ai vu tout ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a envie de me dépasser alors que j'ai vu ma maman en train de conduire. Et ça, à moins de 2 mois, j'ai conduit la AG. Très beau, j'étais toute petite comme une petite souris. La première fois que je suis sortie, tout le monde posait les mains sur la tête. En disant, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris aussi que la femme a un sol.
important. La femme peut faciliter le développement de sa famille. C'est pour ça que vraiment, elle a été modèle pour moi. Aujourd'hui, au niveau des villages, j'ai dit aux mamans, vous pouvez, vous avez tous les moyens nécessaires pour envoyer les enfants à l'école. C'est ça que je suis à faire. Et nous sommes, il nous a déjà, dans la création d'Archibald, nous a aidé, c'est Mme Cécile Dibé. C'est une grande leader au Cameroun. Et au niveau de ce qui m'a permis de comprendre, c'est elle qui a facilité le financement parce que elle a, si elle a SNG, vous avez travaillé, parce que c'était l'accompagnement pour l'évaluation de projets. Et elle s'est rendue compte que le volet gens n'était pas pris en compte dans la mise en œuvre du projet. C'était un projet de l'élan. Et elle a donné une belle orientation de la SNG de remédier à cela. Et cela nous a permis d'avoir le premier financement qui était 4 millions pendant un an. Nous avons travaillé avec les 4 millions. Nous avons réalisé 12 euros. Nous avons accompagné 12 euros de femmes dans la culture, les produits finis et on a réalisé l'association. Et ça nous est venu vraiment mériter. On peut influencer des décisions, des actions concrètes, des résultats concrets, parce que c'était vraiment un problème dans cette zone-là. Il n'y avait pas à financer l'activité des femmes cette année-là. Et elle t'inspire et elle t'a permis d'agir et d'avoir le pouvoir d'action. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois que les events qu'on a souvent travaillé ensemble, pour moi, c'est aussi un moment de la féliciter pour ce qu'elle fait et qu'elle a impacté beaucoup de personnes. Merci. Et du coup, Miranda, on arrive à la fin de notre discussion. Sur ça que je te pose cette question que je pose à tout le monde dans la salle. Quoi dans 10 ans, tu rêves de quoi en fait? Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de passions, mais toujours dans le volet organisation de projets forestiers, je souhaite et je pense que ça va aller, que nous développions des industries. Parce que ça, c'est des choses que moi j'ai vu à Ouagadougou, de qualité, exporter en quantité. Il y a des industries qui sont installées là-bas pour valoriser le caille. Je pense que notre zone aussi va arriver à ça. Et donc, de passer du manuel un peu d'appui industriel pour la transformation des produits des forêts. Parce que déjà, on a ces ressources. On a la masse sauvage qui est en abondance, on a l'indien qui est en abondance, et tous ces différents produits sont très riches. Je crois que ce sont des ressources très riches génétiquement. Est-ce que tu as commencé les plaidoyer pour ça, pour ce rêve? Oui. D'accord. Je crois que cette opportunité aussi, c'est une opportunité que je nous plaidoyer. Oui. Et l'autre chose, c'est que nous pensons que nous pouvons être déjà une occupatrice des projets pour les femmes. Nous avons déjà la méthode, la capacité de pouvoir gérer les communes. Nous avons plusieurs femmes qui ont les activités de manière diverse. On est capable de le faire. Eh bien, super. Alors, je vais te dire merci énormément à Miranda d'avoir participé à cet entretien. Moi, je te connais depuis quelques temps maintenant, mais c'était un bon, pas aussi profond. En fait, on n'a jamais eu le temps de discuter des deux choses à venir. Ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, j'ai dit à très chère auditrice, très chers auditeurs, vous venez d'entendre Miranda à Congo. Ce podcast existe pour amplifier les voix comme celle de Miranda, des femmes qui agissent, qui résistent et qui construisent. Si cet épisode vous a touché, partagez-le. Au revoir, Miranda. Merci, Mireille.